Et bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de fin de mois de juin, mais qui sera en même temps du coup une vidéo de fin de mois, mais de fin de trimestre, fin de deuxième trimestre 2026 et fin de premier semestre. Donc beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, je vais la chapitrer, c'est le milieu de l'année 2026. On sort d'un mois de juin qui a été un peu compliqué sur les marchés quand on a un portefeuille dit spéculatif orienté agressif parce qu'on a eu finalement des prises de bénéfices sur les actions qui ont été porteuses, les plus porteuses jusqu'à maintenant, qui étaient au cœur de la hype, c'est-à-dire l'IA, la tech, les semi-conducteurs. Donc on va revenir là-dessus, notamment sur les dernières semaines, mais en réalité, dès le début du mois de juin, on a eu quelques séances de correction violentes et qui se sont reproduites surtout sur la dernière semaine, hein. Donc là, j'enregistre cette vidéo le dimanche 28 juin. Et en gros, sur la semaine qui a commencé le 22 juin, on a eu globalement de la baisse sur le Nasdaq et surtout à l'endroit, comme je disais, des actions de la mémoire IA qui avaient connu de beaux multiples depuis le début de l'année et surtout depuis le rebond, on va dire, du cessez-le-feu en Iran, fin mars, début avril. La question qu'on va se poser, donc je vais chapitrer cette vidéo. On va y aller sur une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties quand même. Là, je vais chapitrer ces 8 parties. Première partie très rapide parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer graphiquement parlant. C'est ça qui va nous intéresser pour savoir comment on va se positionner. J'ai déjà dans les vidéos précédentes de nombreuses fois parlé de la géopolitique, des fondamentaux, donc je vais pas trop y revenir pour cette vidéo. Je vais vous parler là ici du calendrier à retenir pour la semaine qui va arriver. Mais on va de toute façon rentrer dans la période estivale et je vais vous faire surtout un récap là de ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé sur les fondamentaux de la géopolitique très rapidement, de manière très générale. Et ensuite, on ira voir les indices américains, les grands secteurs et les ratios. Je vais vous parler d'un élément important parce qu'il est question de rotation d'argent surtout. C'est ce qui nous intéresse pour essayer d'être le plus performant possible avec un portefeuille ou dans son trading. Essayer de voir où l'argent des gros fonds va. Et pour ça, au niveau des ratios de chart, on a un moment où, tiens, l'argent était plus dans les valeurs ultra spéculatives de la tech. Là, on voit peut-être qu'il y a de la rotation qui est en train de se faire sur des secteurs qui étaient un peu plus laissés pour compte dernièrement. Ça peut être la santé, ça peut être les financières, ça peut être d'autres secteurs encore plus défensifs. Je vais revenir là-dessus. Ensuite, on parlera des crypto-monnaies de Bitcoin, même si la situation depuis quelques mois ne change pas, qu'il y a une faiblesse relative sur ce secteur. En sixième partie, on parlera des métaux précieux et des matières premières. Donc, on mettra or, argent, pétrole, cuivre essentiellement. Et on a les métaux qui peuvent être de retour là enfin sur une zone qui peut être intéressante pour revenir à l'achat. Ensuite, je vous parlerai des métriques un peu plus liées graphiquement aux fondamentaux, notamment les indices de volatilité pour savoir si le marché est plus ou moins dans une phase de stress, où on en est sur les taux, où on en est sur la devise principale euro-dollar. Et on finira avec certaines actions individuelles qui démontrent comment chaque secteur assez spéculatif est en train de se comporter. Quels ont été pour l'instant les grands gagnants de cette première moitié d'année 2026, ceux qui sont à la traîne. Est-ce que ça peut être intéressant de se positionner sur ceux qui sont à la traîne ou est-ce qu'il faut continuer à mettre sur les grands gagnants? Voilà, beaucoup de choses à vous dire sur ces 8 parties. Donc sur la première partie, on peut dire qu'on commence à tourner la page même s'il faut être prudent, du dossier iranien. Le marché commence largement à s'y être habitué. Et là, j'ai le calendrier, j'ai rien demandé, mais j'ai le calendrier de Financial Juice qui revient au début de la semaine, mais je vais vous montrer juste après ce qu'il faut attendre cette semaine. Euh, donc, je disais, au niveau de l'Iran et d'Ormuz, on verra que le pétrole est bien retombé. On a toujours des échanges qui deviennent un peu poussifs et un peu ridicules entre eux. De temps en temps, il y a des frappes qui sont faites, mais on sent que globalement, on va aller vers un deal qui sera partiellement positif pour les États-Unis ou pour l'Iran. Donc, on a cette séquence qui est en train de se terminer et le marché va plutôt sur le reste de l'année se poser la question
de fondamentaux qui seront plus liés à la microéconomie finalement, à savoir est-ce que l'IA va vraiment délivrer les retours sur investissement que le marché anticipe. Et on a des vraies questions là-dessus. On va voir. Dernièrement, vous verrez, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a OpenAI qui est un peu prudent, qui dit que leur introduction en bourse sera sûrement pas du coup à la rentrée 2026, mais plutôt en 2027. On a des prises de bénéfices sur les Magnificent Seven, les Meta, les Google, notamment parce que le marché commence à se dire qu'il voit une hausse du prix sur les composants nécessaires pour faire tourner les modèles, avoir de la puissance de calcul. Et donc, ils se disent que ils vont devoir, investir encore plus. Donc, ça va utiliser encore plus de cash flow pour aller dans les investissements et ça va continuer à diminuer leur trésorerie. Et en plus, ça peut impacter les prix qu'ils pratiquent. Et là, on a Apple qui a fait cette annonce déjà, si vous avez vu, en disant que le prix, là pour le coup déjà des Mac, pas encore des iPhones, mais ça va sûrement venir. En gros, le prix de certains produits dont les Mac allait augmenter parce que le prix de certains semi-conducteurs, des puces mémoire, etc. augmentait. Donc ils sont obligés, eux, de répercuter leur prix. Et le marché se dit, même si c'est Apple et d'autres grandes marques, ça va peut-être impacter le volume de vente s'ils sont vraiment obligés de faire des hausses comme ça. Des fois, on parle de hausses de 15 à 20% sur certains produits. Donc, il y a cette question, c'est est-ce que l'IA va pas se cannibaliser finalement si on met le camp baissier, haussier contre baissier? Les haussiers vont dire on est dans un super cycle et un changement de paradigme avec cette révolution technologique comme l'a été l'Internet à la fin des années 90. Là, c'est l'IA, ça va apporter des gains de productivité, même s'il faut dépenser de l'argent. Et on va voir dans les prochaines années, ça va être très positif et donc le marché haussier va continuer, pardon. Il a déjà bien commencé, mais il va continuer. Il peut continuer encore des mois, peut-être un an, peut-être 2 ans encore. Et si on met les lunettes des baissiers, ils se disent l'IA est peut-être en train de s'auto-cannibaliser, les retours sur investissement avec les modèles ne seront pas aussi sympathiques que le marché les avait anticipés. Et en plus, il y a un problème de prix sur les intrants, donc toutes les composants dont vous avez besoin pour certains produits, etc., qui sont le hardware finalement. Et ça peut poser problème in fine pour un certain nombre d'entreprises. Et derrière, ça peut faire diminuer les chiffres d'affaires et donc du cash entrant. Et ça, finalement, ça apporterait un rééquilibrage des valorisations qui étaient montées trop haut, donc correction plus ou moins violente. De là à parler de crash, vous allez voir que on peut pas le dire hein, là, mais voilà, c'est cette bataille-là, et je pense que on va rentrer même sur les informations fondamentales, plutôt sur ce genre de considérations, et qu'on va un petit peu diminuer au niveau de la géopolitique. En termes de timing pour Trump, c'est aussi cohérent puisque lui il veut se concentrer à l'intérieur de nouveau. Vous savez qu'il y a les élections de mi-mandat en novembre, donc petit à petit ça approche aux États-Unis. Donc Trump va vouloir se concentrer là-dessus, refaire le America Great Again, notre super économie, les prix du pétrole sont bien redescendus, donc le prix de l'essence aussi. Les Américains, je leur donne du pouvoir d'achat, etc., etc. Et cetera. Et donc, il y aura cette bataille avec l'IA et peut-être sur les choses qui peuvent créer encore de la volatilité sur le marché, qui a été vraiment un sujet là, sur le mois de juin, une volatilité très pénible. Euh, une bataille à distance avec la Chine, notamment pour savoir qui va vraiment prendre le lead sur les modèles, et question de ressources, de terres rares, de métaux rares, aussi pour cette course technologique, qui ressemblerait un peu à la bataille pour la conquête spatiale de la guerre froide à l'époque entre les États-Unis et l'URSS, si vous voulez. Enfin, un peu le voir ça. Je pense qu'on va se diriger vers cela. Donc voilà, et que dans un premier temps, peut-être pour cet été, donc de la rotation qui permet un petit peu de prendre des profits sur les valeurs tech, et rotation vers des secteurs un peu plus traditionnels. Et après, à partir de la rentrée, pour préparer le dernier trimestre 2026, un retour, si je suis positif, et que j'ai les lunettes bullish, haussières là sur le coup, un retour après sur ces valeurs tech. Ok, donc voilà, donc pour cette semaine, le calendrier économique est plutôt light.
Ce sera une semaine écourtée en plus, puisque il y a la fête de l'indépendance aux États-Unis le samedi 4 juillet, mais pour l'occasion, le vendredi 3 juillet sera férié. Donc Wall Street sera fermé vendredi 3, donc autant vous dire que les bourses bougeront très peu. Et pour cela, en début de mois, c'est la semaine de l'emploi. Je vous rappelle les chiffres de l'emploi importants pour la Fed quand même, qui surveille pour savoir sa hausse des taux ou pas, si elle doit remonter ses taux, rien faire, les baisser, on en reparlera. L'emploi, c'est important pour voir si l'économie tient, s'il y a besoin de l'aider, si au contraire il y a un risque de surchauffe. Et donc le jeudi 2 juillet, ce sera le chiffre le plus important de la semaine avec les créations d'emplois aux États-Unis, hein, sachant qu'il y a 113 000 ici créations d'emplois attendues contre 172 000 le mois dernier. Tout chiffre qui est autour de 113 ou un peu en dessous sera un prétexte possiblement pour Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, pour dire la prochaine fois que il n'y a pas nécessité de monter les taux parce que il n'y a pas de surchauffe au niveau de l'emploi et qu'il faut faire attention sur l'économie américaine, en gros. Si vous avez couplé à ça des chiffres d'inflation qui commencent à redescendre, on est plutôt sur une fin de conflit Iran-US, même s'il faut se méfier, mais si vous commencez à avoir un refroidissement des chiffres de l'inflation, ça peut être bon pour le marché parce que Warsh va avoir quand même suffisamment d'arguments pour pouvoir justifier éventuellement une baisse de taux. Ok, la prochaine fois. Alors, le prochain rendez-vous des taux pour la Fed, c'est au mois de juillet, c'est vers fin juillet. Je vois mal baisser les taux à ce moment-là. Peut-être qu'il attendra sa baisse de taux pour la rentrée. D'où l'effet de rotation pour l'été dont je vous parlais. Donc voilà, en gros, fondamentalement, hein, c'est à peu près tout. Euh, et je vais parler après de la volatilité là tout de suite avec la deuxième partie. On va rentrer directement euh, avec les graphiques. Et je vais commencer avec les indices américains, le Nasdaq. Très vite, je vous rappelle, je suis en journalier par défaut, sinon bah, vous me verrez me déplacer d'unité de temps. Ce que je vais faire un peu plus là dans cette vidéo, puisque vidéo aussi de fin de semestre, je veux vraiment vous faire un point pour voir où est-ce qu'on va pouvoir aller dans les prochains temps pour gérer au mieux du trading ou un portefeuille moyen long terme, avec les prix ou les points sur l'axe vertical, vous savez maintenant, et les dates sur l'axe horizontal. Donc le Nasdaq. Voilà le Nasdaq. Voilà la hausse, je rappelle, depuis les premières annonces de cessez-le-feu, superbe hausse à partir de fin mars, début avril. Et puis dès début juin, finalement, on a trouvé un top presque à 31 100 points sur les contrats futurs ici du Nasdaq. Et voilà ce genre de volatilité qui peuvent faire très mal à des journées qui peuvent faire très mal à un portefeuille, comme le vendredi 5 juin qui a été le premier coup le premier trou d'air. Il y a eu aussi le vendredi 9 juin, voilà, où on est venu toucher un point bas temporaire. Je vous ai mis en blanc les lignes un peu qui sont les lines in the sand qui définissent là un nouveau range de consolidation où on est un peu balle au centre tant qu'on reste finalement dans ces deux bornes blanches ici. Donc 28 517, voilà, allez, on va dire, sur le Nasdaq. Qu'est-ce que vous voyez ici en journalier, ce qu'on peut en dire, c'est que finalement, mon premier scénario le plus haussier qui était de dire on pouvait faire une tasse séance, c'est-à-dire ça, remonter un petit peu, réattaquer la résistance pour la péter, bah, c'est invalidé avec ce qui s'est passé cette semaine en raison des prises de bénéfices sur les valeurs les plus spéculatives, donc je disais de l'IA, des semi-conducteurs, de la mémoire, avec dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin, pendant en fait la séance asiatique du mardi de cette semaine, une forte chute des indices asiatiques et spécialement, j'y reviendrai, de l'indice sud-coréen qui forcément, pareil, effet d'entraînement a pesé sur les indices tech et en premier lieu le Nasdaq qui est le roi de l'indice tech mondial. Donc vous voyez qu'on a eu une grosse journée de baisse le mardi et que le marché, depuis, surtout le reste de la semaine, ne s'en est pas remis finalement. Il y a eu une tentative de rebond. Pareil, pour ceux qui sont avec moi sur les portefeuilles les plus spéculatifs, on a tenté de jouer ce rebond, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai qu'on finit la semaine bah, sur les plus bas de la semaine, donc c'est un peu décevant et ça laisse le doute là à l'ouverture de lundi où on approche, hein. Donc voilà, il reste 2 jours de bourse pour vraiment clôturer le trimestre et le semestre. Donc est-ce qu'on va avoir encore quelques séances un peu difficiles avec de la baisse? C'est possible. Mais finalement, ce n'est plus une tasse séance, mais ça peut être encore, si les acheteurs tiennent le coup, ça peut être un équilibrium. Donc regardez, voilà, on forme un point bas.
Finalement, on vient presque retaper la borne, mais un petit peu en dessous. Et là, on va essayer, on baisse, et on va essayer de maintenir le précédent plus bas, donc celui de 28 517, pour créer des oscillations, une compression, un équilibrium, pour finalement, à la fin, résoudre le mouvement. Bien sûr, si on a un portefeuille plutôt offensif sur les actions, un portefeuille boursier où on veut faire fructifier son capital, comme on n'est pas un hedge fund spéculatif ou qui fait des stratégies à part, on espère bien sûr qu'après ça, on aura la résolution haussière pour faire beaucoup plus simplement monter les valorisations de nos portefeuilles. Donc ça, c'est tout à fait encore possible. Évidemment, donc pour l'instant, pas d'alerte rouge. Vous voyez que ceci dit, donc rappelez-vous sur le graphique en jaune, c'est une EMA 12. Vraiment, je reste simple pour ces vidéos, je rentre pas dans de l'hyper-technicité, mais il y a quelques notions quand même qui sont finalement importantes. EMA 12 en jaune, EMA 26 en violet, EMA 200 de long terme en rouge, qui sont quand même finalement déjà des bons repères. Vous voyez que finalement, bah, à cause de la séance de mardi, on a cassé ces moyennes mobiles. Bon, on l'avait déjà fait, on les avait récupérées, mais là, vous voyez que c'était une trend très clean, quoi, une tendance haussière très clean où on surfait les moyennes mobiles et notamment le MA12. Dès l'instant où on l'a cassé avec la journée, la journée d'ultra-vente du vendredi 5 juin, on a cassé cette dynamique et on est plutôt rentré dans une dynamique beaucoup plus compliquée sur le marché, c'est vrai, pour faire de l'intraday. Moi, pour moi, cette semaine, ça a été assez compliqué. On est dans ce qu'on appelle du choppy, donc c'est du yo-yo. On a des tendances qui n'arrêtent pas de s'inverser. On croit que ça repart aussi. En fait, les vendeurs reviennent. On croit que les vendeurs vont enfoncer le clou. Finalement, les acheteurs réagissent, etc. C'est pas du tout l'environnement de trading le plus simple. Et en tout cas, si on fait du suivi de tendance, momentum et notamment haussier, c'est beaucoup plus simple quand on est dans ce genre de phase de marché comme ici, hein, bien sûr, que là depuis finalement le mois de juin. Ok. Mais comme je vous dis, bien sûr, ça peut faire donc équilibrium et refaire une phase finalement comme celle-ci après cette consolidation. Ça, c'est la vue haussière sur le Nasdaq. Ce qui soutient cette vue haussière, je reviendrai après avec l'autre possibilité. Pour moi, la probabilité encore que cette vue haussière, le camp des haussiers, il y a un peu plus de probabilité dans leur camp que ça se réalise, bah c'est tout simplement qu'on vient quand même d'un mouvement haussier très puissant, déjà l'année dernière après les droits de douane, et là cette année, depuis le cessez-le-feu de début avril. Je me mets en hebdomadaire, donc on dézoome encore plus. On prend un peu d'historique sur le Nasdaq. Pour une vidéo de fin de semestre, là on peut le faire. Rappelez-vous, à chaque fois finalement, le marché arrive, même si on a des moments très difficiles à court terme sur la volatilité, on regarde des fois les journaux, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ces destructions de valeur, ça va mal, etc. Mais au final, si on prend du recul, l'année dernière déjà, 2025, ça avait chauffé avec la crise des droits de douane et après finalement le Liberation Day avec Trump. Finalement, par rapport à ces plus hauts, à un moment donné, le Nasdaq avait perdu 25%. D'accord? Ensuite, là, quand on a eu l'Iran, après cette phase de consolidation déjà, par rapport au plus haut de l'automne 2025 et donc à début avril, c'était moins violent, mais le Nasdaq avait perdu 13-14%, d'accord? Mais vous voyez que derrière, quand les rebonds se mettent en place, eh bien, ils sont assez puissants aussi. Et là, pour l'instant, c'est moins violent, mais c'est sûr que ça a été moins long que le rebond post-droit de douane, mais par rapport au plus haut, donc si on reprend, allez, les 31 100 pour arrondir, je fais pas, je vous le dis, je fais pas exactement au micro pourcentage près, c'est pour vous donner l'idée. Là, depuis, quand on a eu la correction de début de mois de juin, c'était 8% de baisse sur le Nasdaq, d'accord? Donc, il y a un camp, je vais y revenir, baissier, où effectivement on pourrait corriger dans les prochains jours un peu plus et continuer un peu à faire mal aux acheteurs. Mais ce que je vois, c'est qu'en hebdomadaire, je reprends mes moyennes mobiles et la tendance reste saine puisque regardez, le prix pour l'instant, il est déjà dans la semaine du 8 juin, il a rebondi sur la moyenne mobile, le MA12 en jaune, et là, on est toujours au-dessus. OK? Et puis on a le MA26 qui est en dessous. Maintenant, effectivement, les vendeurs marqueraient un gros point si on perdait de toute façon ce que je vous ai mis ici, la ligne de support importante à 28 517 sur le Nasdaq. Là, ça voudrait dire qu'on serait obligé de prendre un peu de perte momentanément et de repasser un peu plus défensif pour voir jusqu'où ira la correction, même si c'est vrai que ça peut aller vite. Mais voilà, parce que si on perd la moyenne mobile 12 en weekly,
en hebdo, et qu'on perd ce support, alors, on peut aller au contact. On verra où elle sera, mais vous voyez, si on la prolonge, cette moyenne mobile, 26 à peu près, quoi. Quelque part, on pourrait aller ici au contact, et puis là, on verra si les acheteurs défendent. Mais on pourrait faire une correction plus violente, et là, je pense qu'après, il faudrait pas qu'on aille plus bas pour conserver cette dynamique de, on va dire, de grand marché haussier lié à l'intelligence artificielle. Le Nasdaq pourrait retester les plus hauts de l'automne 2025, c'est-à-dire revenir à peu près sur 50% de retracement Fibonacci de la hausse depuis le 1er avril. C'est ce que vous voyez, les traits que vous voyez en violet ici. Donc autour des 27 000. Et après, se reprendre. Là, déjà, je peux vous dire, ça ferait un peu grincer des dents parce qu'on aurait de la destruction de valeurs un peu plus importante aussi et voir quelles seront les valeurs qui perdraient le plus. Mais voilà ce que je peux vous dire sur le Nasdaq si on dézoome un petit peu. Maintenant, si on regarde une dernière fois à court terme, et je ferai pas toujours du court terme comme ça sur les autres valeurs, hein, mais c'est pour vous montrer sur le Nasdaq qui est quand même l'indice le plus important pour le type de portefeuille qu'on fait quand on est sur la tech. Je rentre en intra-horaire en 4 heures. Vous voyez que depuis le lundi 22, je vous dis, dès que ça a commencé à baisser sur les marchés asiatiques, là, on est rentré dans une correction. Mais vous voyez que finalement, on n'a pas corrigé aussi fort que ce qu'on avait fait début juin, finalement. Donc, il faut relativiser. Ensuite, pour faire cette fois-ci du chartisme un peu plus poussé, ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous permet un peu de voir comment on peut se projeter et surtout avoir des niveaux qui peuvent nous dire, ah, là, enfin, les acheteurs sont en train de reprendre la main. Parce que cette semaine, ils n'ont jamais vraiment repris la main. Déjà d'une, ce que vous voyez, là, je vais vous faire tout simplement des niveaux de support de prix, de support et résistance de prix, et on a ce qu'on appelle un falling wedge, donc un biseau descendant. Ok? Vous avez maintenant les deux axes. Quelque part, si à un moment donné, les acheteurs arrivent à consolider un petit peu, à empêcher que ça saigne trop, et à un moment donné, ils cassent cette figure par le haut, ça peut être notre signal comme quoi la hausse reprend. En plus, vous voyez qu'en 4 heures, toujours ces fameuses moyennes mobiles, il faut emboîter les unités de temps entre elles. On est sous le joug, cette fois-ci, en mode résistance des moyennes mobiles 12 et 26. Pareil, on peut se mettre des alertes, ce que vous voulez. Moi, je le fais pour vous de toute façon. Si on arrive vraiment à clôturer, là en l'occurrence en unité de temps 4 heures, on clôture une bougie 4 heures au-dessus de ces deux moyennes mobiles, pareil, et qu'on fait ça en même temps que casser le biseau, changement de tendance, j'ai zoomé en 4 heures, ça me permet éventuellement de me repositionner un peu plus rapidement, parce qu'en ce moment, les mouvements sont assez violents, c'est ça qui est difficile, mais je peux du coup me repositionner avant de réagir trop tard en mode ah bah oui, on est revenu tout en haut, ah merde, maintenant on est déjà assez haut, donc c'est compliqué, est-ce que je rachète, etc. Non, non, parfois il faut faire la tentative, même si ça passe pas tout le temps. En termes de probabilité, au bout d'un moment, quand on imbrique les choses, on finit quand même par trouver une bonne position, hein, voilà, mais il n'y a pas de gain sans risque à chaque fois, il faut aller analyser et jouer à un moment donné un scénario. Donc ça, c'est le scénario haussier. J'espère, en tant que quand je gère des portefeuilles qui tendent à s'apprécier avec les valeurs boursières américaines et en général, j'espère que c'est ce scénario plutôt bullish qui va se réaliser, mais ce n'est pas garanti. Comme je vous dis, il est possible si on continue à être baissier, alors on va aller challenger les supports, notamment ici, et là il faudra faire donc attention. D'accord? Voilà. Maintenant, là, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez. Il me met, il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors, euh, donc c'était le S&P 500 que je voulais vous montrer rapidement. C'est presque pareil. Lui, il a un peu moins de tech et il peut bénéficier de la rotation, mais vous voyez, je vais pas le refaire. C'est à peu près la même chose. Possibilité d'équilibrium. Je vous ai marqué sur le S&P 500. Ici sur les contrats futurs, les bornes à repérer, quasiment 7300 qu'il faut pas perdre pour pas dégrader la tendance, et puis un record à viser à 7100. Donc vous voyez que ça ressemble vraiment au Nasdaq. Ensuite, si on regarde IWM pour les petites capes, et ben voilà ce qui me fait penser, mais je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, donc je vais pas trop y revenir. Quand on regarde l'indice
des petites capitalisations américaines, il n'y a pas trop de stress. Lui, il est même pas sur un équilibrium, vous voyez, il est sur une tendance haussière. Donc ça veut dire que toutes ces questions dont vous entendez sur les taux, etc., le marché le garde en tête, mais se dit, ouais, à long terme, on voit mal la Fed pouvoir continuer comme ça, une politique de taux élevé, de toute façon, et ça ne devrait pas trop impacter les petits business. Donc ça, c'est ce qui fait que je panique pas spécialement pour l'instant. Enfin, la panique, n'est pas le bon mot, mais je suis pas en train de dire sauf qu'il peut, il faut tout vendre. Parce que quand je dézoome des journées, des fois qui sont assez violentes, voilà, sur des baisses, je vous dis, c'est surtout de la rotation. Et à un horizon plusieurs mois, le marché n'est pas en train de dire on part sur un crack. Ok? Sinon, un indice des small caps comme celui-ci, IWM, il serait pas comme ça, il serait plutôt en train de retester des supports. Donc ça, c'est quand même un élément important. Maintenant, troisième partie. Je vous dis, cette vidéo, il y a beaucoup de contenu, je vais la chapitrer, on en a pour 1 heure environ quand même, hein. Je vais essayer peut-être de faire un peu plus court, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire et je préfère vous communiquer le maximum d'informations, essayer de prendre le temps de regarder tout pour votre propre compréhension, regarder la vidéo en accéléré, essayer de vous débrouiller, quoi. Donc maintenant, les secteurs. Donc, SMH, l'indice des semi-conducteurs. Donc là, on a les valeurs les plus spéculatives. C'est ce que je vous dis. Là, on a les valeurs des semi-conducteurs, la mémoire de l'intelligence artificielle, etc. Tout ce qui est dans la hype en ce moment. Vous voyez, cette énorme hausse, c'est plus que le Nasdaq depuis fin mars, début avril. On est sur une hausse de presque 80%, quoi, en 3 mois. Avril, mai, juin maintenant. Voilà. 80% en 3 mois, c'est puissant sur le moment. Bon, là maintenant, c'est plus que 65% parce qu'on commence à corriger. Vous voyez, à chaque fois, c'est violent. Vous voyez tous ces trous là, ces gaps de cotation sur ces ETF classiques, parce que ça ne cote que sur les heures américaines. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de yo-yo depuis le début du mois de juin. Et ça, c'est fin de trimestre, fin de semestre. Il y a les gros fonds qui sont en train de faire des réallocations dans leur, ils prennent un peu de profit sur des choses qui sont beaucoup montées. Temporairement, ils vont aller sur des secteurs qui étaient plus défensifs, et ça n'empêche qu'ils peuvent revenir après assez rapidement dessus quand même, hein. Donc là, en fait, ça permet de digérer. Remarquez comment, sur le RSI, ici, cet indicateur qui vous montre un peu les forces relatives des acheteurs ou des vendeurs. Évidemment, temporairement, quand on est au-dessus de 70, ici, quand l'indicateur est au-dessus de cette borne, ça veut dire quand même qu'il y a de la force des acheteurs. C'est pas forcément négatif pour les acheteurs au début, mais vous savez que ça peut pas rester indéfiniment quand même au plafond. Les marchés sont cycliques. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'élément positif que je vois, c'est que on est sur une grosse tendance haussière qui surfait les moyennes mobiles comme le MA12. Là, on est en train de souffler un peu. Vous voyez qu'il y a plus de fluctuations. Le MA12 n'arrive plus forcément à tenir les prix. Mais pendant tout ce temps sur l'indicateur, pendant tout ce temps sur l'indicateur, on a ce qu'on appelle cool-off, on a refroidi l'indicateur. Vous voyez, on est quand même redescendu. On est redescendu. Alors que le prix, lui, c'est quand même pas mal maintenant. Alors qu'on était sur des niveaux proches des 80, c'était bien le cas, ouais, même un peu au-dessus. On est redescendu sur des niveaux qui recommencent à être dans la neutralité, autour des 50. Et on pourrait avoir purgé sur l'indicateur RSI tout le mouvement, ici, et revenir là où il en était, avant, c'est-à-dire plutôt sur les niveaux des 35-40. Ok, donc ça c'est intéressant à noter. Toujours de la force sur l'indice des semi-conducteurs. Et là, on pourrait faire une forme d'équilibrium, hein, finalement. On remonte. On est en train de retester le MA26. On va peut-être aller un peu plus bas. Finalement, on refait des fluctuations. Comme un équilibrium sur le Nasdaq, mais un peu plus légèrement haussier, lui, parce qu'il y a beaucoup de force sur les valeurs des semi-conducteurs. Et finalement, bah, on repart à la hausse. Voilà. Et bien sûr, le niveau des 555, on va dire ici, c'est pour moi le niveau qu'il faudrait pas perdre sur les semi-conducteurs. Sinon, là, ça veut dire qu'il y a des prises de bénéfices quand même un peu plus inquiétants. Même si c'est beaucoup monté, si on veut rester dans une tendance de marché action haussier porté par les valeurs de l'intelligence artificielle, il faudrait pas qu'on perde durablement des supports. Allez, dans le pire des scénarios, on vient faire du nettoyage, on baisse, on revient sous ce niveau donc du 5 juin, du 9 juin, et puis en fait très rapidement on n'accepte pas en dessous, les acheteurs reviennent en force et on rebondit assez rapidement. Donc déjà, comme je vous dis, c'est comme un Nasdaq qui rebaisse encore de 7-8%, ça peut faire mal.
D'accord? Mais finalement, derrière, on repart. C'est possible aussi parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Donc voilà, il va falloir la jouer. Il va falloir la jouer avec un peu de prudence sans pourtant trop s'écarter du marché sur cet été. Ça va être un exercice délicat, mais je suis là pour ça. DRAM est un autre ETF qui, lui, est peut-être encore plus spéculatif que celui de SMH, puisque lui, il concentre la mémoire. Vous voyez qu'il code depuis peu, hein, justement début avril, donc c'est quasiment une montée verticale. Beaucoup de trous de cotation aussi là. Mais on surfe toujours les moyennes, les EMA 12 et 26. Donc, il peut y avoir de la volatilité en cours de route et qui peut être importante si on gère mal, enfin si on met trop de levier sur son portefeuille. Vous voyez, déjà, c'est une baisse de plus de 10%, 11% depuis les plus hauts. Et puis, à un moment donné, ça avait décroché dans la semaine de 16%, hein, vous voyez, moins 16. Donc voilà, on pourrait revenir au contact ici de la moyenne mobile 26, donc plutôt sur les 65, et après reprendre notre marche avec, grosso modo, quand on dézoome de la hausse, mais avec des fluctuations à l'intérieur qui peuvent être impressionnantes et qui ne remettent pas en cause la tendance de fond. Donc ça, sur les champions de la mémoire IA, là où vous savez, il y a le plus de pénurie, hein, les mecs vous annoncent, on a vu par exemple les Micron, j'y reviendrai après, il y a eu les résultats cette semaine, le chiffre d'affaires est incroyable, les mecs disent que sur les carnets de commandes, c'est bouché jusqu'à 2028 et qu'il y a même peut-être de quoi faire jusqu'à 2030, etc. Donc, si tout ça est véridique et qu'il n'y a pas un nouveau paradigme sur l'IA qui reviendrait, que les mecs ont trouvé des choses avec des modèles qui peuvent tourner tout aussi efficacement avec beaucoup moins de besoin de puissance de calcul, là, effectivement, ça remettrait en cause les choses. Mais si on continue dans la tendance actuelle, la puissance de calcul est un peu l'or numérique de l'intelligence artificielle et donc se positionner sur ce genre d'acteur ou ce genre d'ETF, a priori, il y a encore à faire, quoi, voilà. Et quand on regarde le graphique, on vous dit, bon voilà, c'est volatile parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est le trade à la mode du moment, donc attention, mais sur le fond, il n'y a pas de danger majeur. En revanche, là où c'est plus compliqué, l'ETF MAGS, des Magnificent Seven, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Lui, il avait subi ici, donc c'est la baisse Iran, ok. Ensuite, la reprise cessez-le-feu. On regagne à peine, alors que vous voyez que sur SMH et sur DRAM et SMH, on est beaucoup plus haut. Sur l'ETF des MAX 7, on fait un plus haut marginal et on rebaisse. Donc là, en fait, si on regarde les retracements Fibonacci pour se faire un petit peu regarder un petit peu les amplitudes de mouvement, de toute la hausse et là le retracement, on est déjà sur 61-62% de retracement. Les niveaux, ce qu'on appelle 0,618 de retracement Fibonacci, qui est déjà la limite pour se dire que les acheteurs ici gardent la main par rapport à leur rebond. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Mac 7, hein, je vous ai dit, les Apple, les Google, les Meta, etc. C'est que dernièrement, ça a moins plu parce que le marché se dit, déjà, il y a une nouvelle hype qui est centrée plutôt sur les vendeurs de pioches, ceux qui font les semi-conducteurs, les puces mémoire, etc. Les hyperscalers, ce qu'on les appelle eux, hein, ils font énormément de dépenses d'investissement pour garder, rester dans la course à l'IA, développer des modèles, etc. Mais ils dépensent des sommes folles. Ils utilisent ce qu'on appelle les CAPEX, dépenses d'investissement monstrueux pour les data centers, pour l'entraînement des modèles. Et est-ce qu'ils sont pas en train de cramer trop de cash par rapport pour l'instant au retour sur investissement? On a vu, ils sont obligés de commencer à répercuter ça sur la hausse de certains de leurs produits. Est-ce que ça va pas impacter les ventes, le business, etc. Et donc, on a vu que ce qui a pesé aussi sur le Nasdaq au mois de juin, c'est que les Mac 7, les gros, y compris un peu le Nvidia, eh ben, ils ont été vendus. Ils ont été vendus, ça a pesé sur le Nasdaq. Donc là, la question c'est, si on continue à avoir quelques prises de bénéfices sur les valeurs de la mémoire des semi-conducteurs, il faudrait que les Mac 7 prennent le relais. Ce que j'aimerais bien voir rapidement, c'est que quand même là, on arrête l'hémorragie, même si c'est un rebond temporaire qui revient un peu sur les 66, sur les anciens un peu records ici, et que derrière, on repart pas vertical sur les Mac 7, il faut qu'il y ait cette rotation qui se fasse pour que ça soutienne quand même le Nasdaq et qu'on reste dans un environnement plutôt haussier au global. Donc voilà ce qu'il va falloir surveiller aussi à l'aube de ce nouveau semestre et au début du mois de juillet sur les Mac 7 parce que c'est vrai qu'il y a eu une faiblesse relative par rapport, enfin là sur le marché qui a drainé un peu le Nasdaq notamment et aussi le S&P à la baisse. Sur les autres ETF et les secteurs qui sont plus spéculatifs, un peu plus décevants, les terres rares, ici REMX qui est un ETF pertinent pour suivre les terres rares, vous voyez qu'on n'arrive pas à reprendre une phase haussière et on tend toujours à consolider et même depuis le mois de mai, lui un petit peu plus tôt, hein, dès mi-mai, il a baissé. Il a baissé et en daily,
on a tendance à faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, donc le lower low, lower high, ok? Et on a cette zone importante à 78 qu'il faut conserver pour rester. Je pense que les terres rares sont un secteur stratégique, il y a quelques belles boîtes à jouer à l'intérieur. Et là, on est en train, pareil, de faire de la réallocation, il y a de la rotation d'argent, etc. Donc, à court terme, ça peut être négatif. Mais tant qu'on maintient 78, et vous voyez aussi la moyenne mobile, le MA 200, ce serait bien de la maintenir quand même, hein, qui dit que vraiment à long terme, on est plutôt dans une tendance haussière et pas baissière si on est en dessous. Donc là, il est temps aussi, je vais surveiller, il faudrait assez vite que les bulls sur les terres rares, on va dire, se réveillent et réinversent un petit peu la tendance de ce chart après cette consolidation qui dure maintenant facilement depuis le début de l'année. Ok. Je reviendrai dans la dernière partie, hein, sur des valeurs individuelles, notamment liées à ce secteur des terres rares. Ensuite, l'uranium, un décevant aussi pour l'instant. Lui, il est aussi dans une figure de consolidation encore plus longue qui date de la fin de l'été, début d'automne 2025, avec pareil, je vous ai mis aussi la line de sand, le niveau à pas perdre qui est les 40. Et c'est vrai que moi, je suis un peu frustré, je vous avoue, sur ce secteur parce que quand je regarde sur les fondamentaux, tout ce qui va être l'énergie, l'uranium pour faire tous ces besoins en énergie dont on va avoir besoin pour entraîner les modèles, etc. Tous les pure players de l'uranium, de l'énergie nucléaire, un peu new wave, pour moi, ils vont participer. Ça va être à l'intérieur un secteur et des boîtes qui vont bénéficier. Mais là, on est peut-être sur une phase où le marché priceait un peu cette euphorie uniquement sur des actions très précises, les Micron, les SanDisk avec la mémoire, les semi-conducteurs, euh, et délaisser un petit peu après une belle hausse, hein, quand même, parce que cet ETF sur l'uranium, quand on regarde après post-crise des droits de douane, faut quand même remettre l'église au milieu du village, si je veux dire, parce que regardez, il était monté de 200%, donc c'est un x3 sur cet ETF. Et depuis octobre, on a une grosse consolidation dans un range très large. Donc c'est ça qui fait. Regardez, depuis le point bas au point haut, c'est un range de 50%, si vous voulez. Donc, pareil, je veux voir là quand même assez rapidement au début du second semestre les bulls sur le secteur de l'uranium réagir ici, préserver le niveau des 40. Si par contre on passe sous le niveau des 40, on commence à faire des clôtures sous les 40, je devrais reconnaître que j'ai un problème de timing par rapport à ce que je voyais sur les valeurs de l'uranium et il faudra prendre temporairement quelques pertes, quitte à y revenir plus tard. Ensuite, autre secteur qui est dans la difficulté, IGV, le secteur des logiciels. Mais ça, vous serez moins étonné puisqu'il y a de la disruption de l'IA sur les acteurs des logiciels. Vous voyez, hein, rotation du marché, là aussi, on a au début d'année et depuis l'automne dernier une énorme chute de plus de 30%, 36% sur l'ETF des logiciels avec des Salesforce, des Oracle, même des Microsoft qui se font purger. Puis à un moment donné, vous avez un, un contrebalancement avec un rebond de 40% quand même, mais un rebond qui ne dure pas. Et là, maintenant, vous voyez que par rapport à ce rebond, j'ai aussi tracé les retracements Fibonacci. On est déjà sur la zone critique où, si on veut que le marché dans sa globalité soit contrebalancé, et on veut contrebalancer aussi une prise de bénéfices sur les semi-conducteurs et tout, il faudrait qu'on ait un second réveil du secteur des logiciels qui, pareil, comme je disais sur les Max 7, à rebondir un peu. Rappelez-vous, à l'intérieur du Nasdaq, il faut retenir maintenant qu'on a les valeurs des semi-conducteurs et de l'IA, mais aussi les Max 7 et les logiciels. Vous avez un peu ces quatre piliers. Et ce qu'on aimerait, c'est que quand il y a des prises de bénéfices sur les gros leaders que sont semi-conducteurs et intelligence artificielle, on veut que les deux autres piliers, les softwares et les Max 7, reprennent un peu de la rotation de monnaie, ce qui permettra de se dire qu'on est toujours dans un environnement positif. C'est par contre le jour, je dirais, le jour où si tout doit se casser la gueule en même temps, à un moment donné, tu as des grosses prises de profit sur les Micron et les stars de l'IA, et qu'en même temps, ça dévisse à fond aussi sur les softwares et sur les Max 7, waouh! Et qu'on a aussi tous les autres secteurs du S&P 500 qui dévissent, je vous dirais, là, c'est quand même pas super. On rentre peut-être dans une phase de grosse baisse. Là, il faut repasser défensif. Mais tant que je vois des effets de rotation comme ça, comme on a pu avoir à un moment donné au mois de mai sur IGV, ça peut valoir le coup de rester exposé pour jouer une prochaine vague potentiellement très intéressante au global sur le marché pour faire fructifier son capital. Et à l'inverse, regardez sur le défensif aussi, bah ça tient.
SCHD qui regroupe, on va dire, des valeurs un peu plus old school, genre qu'il y a dans le Dow Jones et qui versent des dividendes, etc., bah, on est plutôt sur les plus hauts. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler dans la quatrième partie d'autres secteurs du S&P 500 et surtout, on va parler des ratios de chart pour comparer chaque secteur à l'indice de référence global du S&P 500 et essayer de repérer assez rapidement où l'argent est en train de circuler et est-ce qu'il va d'un secteur à un autre et peut-être comment on essaye de se positionner à moyen terme pour améliorer la performance de son portefeuille. On va voir le secteur de la santé. Grosse semaine bullish pendant que c'était de la baisse sur la tech. La santé, elle, a bien remonté. XLV, cet ETF de la santé, retour sur ses plus hauts. OK? Donc, en ce moment, il y a un trade à faire sur des valeurs de la santé. Soit on prend l'ETF, soit on prend certaines valeurs. Donc, regardez les ratios de chart. Vous faites à chaque fois, vous prenez votre ETF de la santé, en l'occurrence ici XLV, vous le divisez par SPY, qui est l'ETF S&P 500 par excellence, et vous regardez votre ratio de chart. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, il y avait un moment donné, c'était stable l'année dernière, pendant tout le début d'année, et là, depuis avril, quand c'était la course à l'IA, à la mémoire, clairement le secteur sous-performait. Nos moyennes mobiles EMA 12 et 26 nous servent encore une fois de repère. Et tout d'un coup, à partir du début du mois de juin, quand on a eu le coup de chaud avec des fortes baisses parce que c'était des prises de bénéfices sur les valeurs Micron et compagnie qui pèsent sur les indices parce qu'ils ont une grosse capitalisation. À l'inverse, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit tout le marché chuter et donc c'est en fait sauf petit peu tout s'en cache. Donc dans ce cas-là, on aurait eu ce ratio de la santé aussi par rapport au S&P 500 qui aurait baissé ou qui aurait pas fait grand-chose. Et ben non, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lui, il reprend de la force et qu'il casse ses moyennes mobiles 12 et 26, reteste dessus et on remonte. Donc rotation. Pour moi, ça reste positif. Et éventuellement, sur juillet, intéressant de se positionner sur des valeurs de la santé. Et j'y reviendrai après en fin de vidéo pour vous montrer aussi quelques valeurs individuelles en plus de l'ETF. Lié à la santé, la biotech, peut-être le prochain secteur qui va partir pendant quelques semaines vertical, parce que là, on a consolidé, c'est un très beau chart, hein, là. On consolide depuis le mois d'avril, quand c'était la hype à fond sur l'IA, on consolide, et là, on part Blue Sky Breakout. On est clairement au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On peut même de temps en temps, si on veut, se réappuyer dessus et continuer. Donc feu vert pour les biotech. Ok. Si on fait, lui, il avait même pris de l'avance. Pareil, si on fait la biotech par rapport au S&P 500, qu'est-ce qu'on voit? On voit un chart qui est désormais très fort. Enfin, si on dézoome, c'était pas toujours le cas, hein. Vous voyez qu'on était plutôt dans une tendance baissière ces dernières années. Et en fait, depuis fin 2025, la biotech, là, on regarde en daily pour la première fois, ça fait un gros rebond daily et surtout, on marque un higher low en daily depuis très longtemps. On casse la résistance de l'ancien sommet, donc higher high, higher low, enfin higher low, higher high. Donc, tendance positive pour aussi la biotech. Les financières, c'est un peu plus décevant, ça peut prendre son temps, mais ça a quand même tendance aussi à se renverser depuis début avril. On avait un niveau pivot que je vous avais montré qui était intéressant à 50, un peu plus au-dessus de 53. On est en train de se réappuyer dessus. Il faudrait que ça fasse l'effet bull flag pour repartir à la hausse sur cet ETF des financières et aller tester l'ATH comme la santé l'a fait là, comme je vous ai montré sur XLV. Donc, un coup à jouer en rotation aussi, sans doute sur les financières. Et donc, si on divise XLF par le S&P 500, on regarde aussi que là, contrairement à la biotech, les financières n'ont pas confirmé totalement un retournement dans le sens où il faut vérifier si on arrive à faire un higher low, c'est-à-dire que là, ok, pour la première fois depuis longtemps, on repasse clairement au-dessus des EMA 12 et 26. Peut-on, sur un retest, tenir les EMA, former un higher low pour derrière casser la résistance, inverser une tendance daily plus long terme pour se dire que le marché dans son global va rester sain et qu'on a pendant quelques semaines de la force sur des secteurs comme les financières qui étaient un peu boudées au début d'année comme tout le monde était sur la tech. Ok. Et maintenant, très rapidement, vous voyez que le secteur de l'énergie, eh ben, lui, il corrige parce que ça se résout en Iran. Regardez comme en fait le top des valeurs de l'énergie où le marché anticipe, ça s'est fait au moment du cessez-le-feu. Et dès le moment où il y a eu le cessez-le-feu, alors que tout le monde hésitait encore, fin mars, début avril, c'était le top sur cet ETF de l'énergie. On fait un retest
lower high, et puis derrière, on retombe. Donc là, maintenant, on pourrait stabiliser parce qu'on est revenu sur la moyenne mobile, l'EMA 200, mais vous voyez que c'est prise de bénéfice sur le secteur de l'énergie. À l'inverse, sur des secteurs défensifs comme les utilities, donc services aussi d'énergie aux collectivités, hein, services d'eau, d'électricité, qui peuvent bénéficier des demandes en data center, etc. Pas de panique, on a consolidé et là, pareil, depuis le mois de juin, ce type de secteur revoit un peu de rotation de monnaie à l'intérieur. Donc voilà comment avec les ratios de chart, vous pouvez euh, savoir un petit peu où l'argent va et puis surtout s'il n'y a pas un sauf qui peut généralisé, un risk-off généralisé. Regardez par exemple, je vous fais l'inverse sur le TF de l'énergie XLE divisé par le S&P 500, c'est l'inverse de la biotech, c'est-à-dire que là, lui, il raidait les EMA 12 et 26, et puis à partir d'avril, on a un changement de cycle. On voit que l'ETF perd le EMA 12, et à partir de là, eh bien, c'est plutôt baissier. Et là, à l'inverse, vous voyez que ces EMA 12 et 26 servent de résistance dynamique et que actuellement, eh ben, être sur le secteur de l'énergie, c'est, en termes de ratio, c'est perdre de l'argent par rapport à ce que fait le S&P 500, alors qu'on en gagne en ce moment si on pondère un peu plus sur la santé par rapport au S&P 500. Maintenant, on va passer sur la partie crypto, qui est globalement décevante, hein, aussi. Voilà, si on fait très vite, on est dans une tendance baissière claire depuis octobre 2025. En daily, toujours pas de signal. Peut-être qu'il arrivera, mais on est toujours sous le coup des EMA 12 et 26. Donc à ce moment-là, pas de quoi se précipiter en longue. Mais surtout maintenant sur le Bitcoin, je vais dézoomer en hebdomadaire. Et vous voyez que ce qu'on pourrait faire ici, j'avais noté, c'était le halving qui datait de 2024, hein. Ok, maintenant, on a des retracements Fibo de la baisse. On est très loin de revenir à 38,2 de retracement. Ce serait revenir au-dessus de 82. On a ce niveau qui date d'août 2024, 49 000 $. Peut-être que le marché pourra aller jusque-là s'il veut se faire peur. Ok? Maintenant, pour moi, on commence à rentrer dans une zone où on peut aller chercher des achats. Si on se dit que les bulls veulent tenir le Bitcoin et que ça se dégrade pas trop, on pourrait préserver ce range ici. Et donc aller quelque part, j'en ai déjà parlé, autour des 55 000. Et si on a une hausse des volumes à ce moment-là, on peut se dire qu'il commence à être pas trop bête de se positionner en long sur le Bitcoin pour jouer une fin de tendance baissière et au moins un retournement dans un premier temps temporaire et après on verra comment ça se construit. Dans un cas de figure plus bearish, on peut carrément retourner sur le support, aller prendre la liquidité et à ce moment-là voir si tout de suite les acheteurs negate en fait quelque part ni le break se réinstaure au-dessus et à ce moment-là on se dit que c'est bon aussi pour tenter un positionnement. Voilà les deux choses à court terme sur Bitcoin. Mais pour l'instant, jouer le héros à dire que je vais attraper le bottom à quelques centaines de dollars, personne ne sait en réalité. Si vous regardez pareil le chart BTC USD, comme je dis par rapport, on va le dire par rapport au Nasdaq, parce que là on regarde la tech, on vous dit pour l'instant, sur ce chart, il n'y a rien qui nous dit, alors là je l'ai mis en weekly, c'est plutôt en daily que je vais vous montrer de toute façon, parce que regardez, pareil, ce ratio de chart, faiblesse du Bitcoin par rapport au Nasdaq depuis l'été dernier, toujours sous le coup des moyennes mobiles 12 et 26, des EMA 12 et 26. Sur Ethereum, rien à dire non plus, c'est faible, encore plus que le Bitcoin. Et je vous montre pas, mais si on regarde le chart ETH-BTC, ça vous montre qu'il y a de la faiblesse d'ETH par rapport à Bitcoin. Celui qui s'en sort le mieux, c'est Hype. Et là, regardez comment Hype ressemble au graphique du Nasdaq qu'on a vu tout à l'heure, avec un premier drop début juin, un retest. On est peut-être dans un équilibrium proche des sommets comme sur le Nasdaq. Donc là, Hype, pour moi, est positif, même peut-être plus intéressant de jouer que le Bitcoin, tant qu'on maintient du coup le swing daily low à 52 et quelques, entre 52 et 53 dollars sur Hype. Donc voilà une valeur qui peut être intéressante. Le reste, pour l'instant, honnêtement, ça l'est moins. On passe à la sixième partie sur les métaux précieux. Et je vous avais dit que la vidéo durerait 1 heure, hein, ce sera à peu près ça. Très intéressant peut-être de se repositionner sur les métaux précieux. Alors c'est encore un peu spéculatif, mais sur l'or, vous voyez qu'on a pris une liquidité qui datait du 23 mars.
Là, on a une divergence prix-indicateur typique qui peut nous donner un premier signal en daily. C'est-à-dire, on a des oscillations baissières. Je vous avais tracé ce biseau descendant qui a cassé en plus à la baisse. On le reteste, on retombe, on casse le support, on prend la liquidité. Et là, on tente de negate aussi le support, de repasser au-dessus. En plus, sur l'indicateur RSI, on a une divergence, c'est-à-dire que le prix fait un plus bas et l'indicateur fait un creux plus haut que le précédent. Ok? Vous voyez, le creux plus bas que le creux précédent ici, alors que sur l'indicateur, je l'enlève pour vous montrer avec plus de clarté, l'indicateur lui fait un plus haut. Donc ça peut être une divergence haussière daily. Ok? Donc l'idée, surtout il y avait l'euphorie de automne 2025, début d'année. Vous voyez que toute cette vague parabolique sur l'or commence à être corrigée. On est repassé sous les 4000. Donc pour moi, ça peut être un premier signal. On va essayer de se positionner davantage sur les métaux précieux désormais, même s'il y a encore un risque d'une vague supplémentaire baissière pour aller travailler ces supports ici d'octobre 2025 et d'aller plutôt sur les 3009 vers 3008 sur l'or. Ok? Et ensuite, on verra si ça tient. Donc, c'est pareil. Si vous faites le ratio de l'or par rapport au S&P 500, XAU, SPY, vous voyez que pour l'instant, on tente de former un support, mais c'est de la faiblesse de l'or par rapport aux indices américains depuis mars et depuis même le début de l'année, fin janvier, début février. On est toujours sur les moyennes mobiles, 12 et 26. Quelqu'un qui voudrait prendre moins de risques attendrait une validation où on repasserait clairement sous les moyennes mobiles 12 et 26 ici sur ce ratio de chart de l'or par rapport au S&P 500 avant de se repositionner. Ça, c'est un point de vue un peu plus conservateur. Sur l'argent, c'est la même chose, je fais vite. Prise de liquidité, l'argent, c'est un peu de l'or sous booster, hein. On peut plus gagner à la hausse, mais ça peut aussi faire plus mal dans les mouvements. Vous voyez que le mouvement parabolique était très impressionnant sur l'or, l'argent, pardon, où il était passé de 50 dollars à 120. Ok, on a quasiment recorrigé tout. Pour moi, c'est vrai que les anciennes résistances d'octobre 2025 qui pourraient servir de support sont un petit peu plus bas maintenant, entre 52, 53. On s'est arrêté un peu avant, mais là aussi. Alors, vous remarquerez qu'on n'a pas la divergence sur le RSI sur l'argent. Donc, à voir. En tout cas, on tente de réagir, mais c'est pas encore clair sur l'argent. Il vaut mieux regarder le chart de l'or, se donner aussi un go sur le silver. Au niveau des commodities et autres matières premières, sur le cuivre, là je suis beaucoup plus positif. Vous voyez qu'au final, c'est pas du tout la même tête de chart que l'or et l'argent, puisque la hausse était beaucoup moins parabolique en janvier. Et c'est un métal, un matériel qui sert pour les data centers, pour les semi-conducteurs. Donc lui, il est lié aussi très directement d'un point de vue business et industriel à la vague de l'IA. Il pourrait y avoir donc une pénurie de cuivre et on voit qu'en fait c'est en train de rider sur le long terme une très belle tendance haussière soutenue par l'EMA 200. Donc pour moi positif sur le cuivre. On peut en avoir, on peut être en train de faire des oscillations qui prennent leur temps parce que c'est un métaux. Euh, et c'est un matériel, un métal, pardon, et ça va plus lentement que les actions ou les indices, mais c'est positif. Ok. Et puis enfin sur le pétrole, pour finir avec cette partie matière première, eh ben voilà, le dégonflement post-guerre en Iran, tous les fins du mondistes qui vous disaient que le pétrole allait à 200, 250 dollars le baril, je ne sais quoi, et ben voilà, finalement, tout le stress s'est fait dès les premiers jours et on n'est jamais repassé au-dessus de cette mèche à 120 dollars. Et là, on a quasiment corrigé. Pour être le cas, il faudrait retomber entre 60 et 65 dollars le baril. Bien sûr, on pourrait avoir un rebond technique temporaire maintenant. On pourrait même revenir. Qu'est-ce qui m'a fait? Non, non, merci, la brosse, je sais l'utiliser. Euh, on revient là sur le support qui agit en tant que résistance, donc sur les 80, et derrière le fil et le mouvement. Voilà une possibilité sur le pétrole. À terme, moi, je suis quand même baissier sur le pétrole, hein. Je pense que on fait de plus en plus une transition vers les valeurs du nucléaire, d'énergie alternative. On a des sorties de l'OPEP, des Émirats Arabes Unis, l'Irak qui pensent même sortir. Donc, il va y avoir une offre de pétrole sur le marché. Et s'il y a des problèmes de croissance, la demande ne va pas forcément matcher. Donc, beaucoup d'offres, une demande qui reste stable égale prix qui baisse. Ok? Donc voilà. Pas d'inquiétude sur le pétrole et peut-être même une occasion pour les plus spéculatifs de prendre des shorts.
même si Paris à la baisse est toujours plus risqué hein, sur les marchés. Voilà, avant-dernière partie sur les indicateurs, on va dire, qui sont un peu plus proches de la macro, dont le VIX, important, l'indice de volatilité. Vous savez, quand il monte, c'est qu'il y a du stress sur le marché, c'est que les indices au global et le S&P 500 chutent, voire chutent fortement. Et quand il est en rythme de croisière, donc pour moi, sous ce seuil important des 19, et surtout quand il s'approche des 15-16, on est sur un rythme tranquille de marché haussier. Donc, les hausses très importantes, on avait vu en mars 2026, évidemment, quand il y avait le pic du stress en Iran, il était monté à 35, alors que maintenant on est redescendu à 18, 40. Vous voyez que pendant ce stress de début juin, pour l'instant, on n'est pas en train de le confirmer. Donc on va voir, mais ça me ferait dire aussi, ça me fait garder quand même globalement ces lunettes bullish. Vous voyez qu'on est très loin des niveaux de gros stress quand il y avait eu en avril 2025 la crise des droits de douane où là c'était énorme, on était monté à presque 60 sur le VIX, hein, vous voyez. Donc l'idée, et vous voyez que notamment pendant 2024, notamment si on revient ici, voilà, des périodes de 2024, si on monte très loin, vous voyez, quand on est dans un vrai, un marché haussier qui prend son temps et qui continue à créer de la valeur, le VIX peut rester durablement sous les 15 ou autour des 15. Donc, idéalement, ce que j'aimerais voir, qui nous confirmerait qu'on a encore des mois d'appréciation sur les marchés, c'est un VIX qui redescend tranquillement, là, comme ça, vers les 15 et qui forme un rounding bottom, ok, jusqu'à éventuellement le prochain stress et le prochain pic. Sur les taux, ça s'est un peu calmé aussi. Si on regarde les deux référentiels avec le 2 ans américain, il y avait eu le petit coup de stress ici, on était monté à 4,20. Le plus haut, à un moment donné, depuis longtemps, avec la crise des droits de douane début 2025, on était à 4,42. Donc vous voyez que sur le 2 ans américain, effectivement, depuis la guerre en Iran, on a eu un rebond de 3,40 à 4,20. On est encore toujours hein, dans peut-être cette vague de hausse qui va continuer, mais on surveillera en fait si on passe sous les 4%, ce sera sur le 2 ans, ça voudra dire que le marché joue une détente sur les taux, une Fed qui va rebaisser ses taux, et ça ce sera un signal supplémentaire pour dire qu'on peut revenir plus agressif et risque on sur le marché. Et sur le 10 ans, c'est un peu plus positif. Après la phase de stress du mois de mai à un moment donné sur les taux, voilà, clairement, on a cette ligne à pas reprendre, hein, presque au 4,70 sur le taux du 10 ans américain. Évidemment, on est toujours sur un beau rebond depuis fin février, puisqu'on était un peu en dessous des 4 et qu'on est monté à 4,70. Mais là, on retombe. Donc, clairement, bon, après, il faudrait aller repasser sous les 4,25, clairement, pour complètement décompresser aussi au niveau du 10 ans. Si vous regardez le dollar, et ben lui aussi, il va nous donner très vite un niveau ici, hein, le niveau des 102, quasiment ce que j'avais dit, l'indice de la devise dollar. Si jamais le dollar monte, ça veut dire qu'il y a quand même une crainte sur le marché et que des gens préfèrent se protéger en cash. Ça veut aussi dire si la devise est plus forte, ça va pas faciliter la hausse sur tout ce qui est libellé directement en dollars, comme le Bitcoin et les métaux précieux. Et quand même, on vient d'une tendance structurellement baissière sur le dollar. Là, on a une remontée depuis 2025, stabilisation, légère remontée. On est sur un ancien grand support, en fait, ici. Et il faudrait que ça rejette. Ce qui serait positif sur le marché, c'est qu'on rejette à partir d'ici, hein, clairement aussi sur le dollar. En fait, on est revenu tester les 102. Et puis derrière, on va gentiment redescendre. Voilà, ce serait positif ça pour le marché. Au niveau de l'euro-dollar, moi j'espère le voir. Je vais me mettre en hebdomadaire parce que sur les devises, ça évolue encore plus lentement. Pareil, hein, on venait d'un rebond, mais dans une tendance structurellement baissière de l'euro par rapport au dollar. Moi, je vois mal comment l'euro, avec les problèmes de croissance en Europe et tous les autres problèmes, pourrait continuer à s'apprécier. Donc, j'espère, nous, avec des portefeuilles libellés en dollars, ce serait bon que l'euro se déprécie. Donc on peut peut-être avoir cette vague intermédiaire ici qui est en train de se terminer de rebond depuis en fait janvier 2025 et surtout depuis le post-Covid, hein, le rebond après quand les taux sont remontés depuis l'automne 2022 où on avait quasiment perdu la parité, on était passé sous la parité dollar. Donc là, vous voyez qu'on forme possiblement un rounding top et que ça pourrait être le début d'une chute plus importante de l'euro par rapport au dollar. Et les actions individuelles très rapidement, parce que ça va bientôt faire déjà 1 heure de vidéo. Mais pour vous donner sur les grands secteurs, donc le quantique avec IONQ qui est un acteur pure player du quantique, je suis un peu déçu dans le sens où on rejette
les 70-72 et qu'on fait un lower high weekly et qu'on a perdu cette ligne de tendance que j'avais tracée ici. Donc le quantique subit aussi les prises de bénéfices sur les valeurs les plus spéculatives de l'IA. Ceci dit, ça faisait un beau rebond hein, quand même depuis les plus bas d'avril 2026. On a rebondi de près de 150%. Donc ça tient encore. Il faudrait, comme je disais tout à l'heure sur l'uranium aussi, que les bulls sur le quantique se réveillent et qu'on maintienne cette moyenne mobile, cette EMA 200 ici, pour d'ailleurs repartir haussier sur le quantique. Pareil, il y a un secteur stratégique mais spéculatif d'avenir qu'on a encore largement sous le pied, puisque c'est pas un trade aussi crowded, on va dire, que l'IA et la mémoire actuellement. Sur des pure players, pareil, de l'uranium, c'est pareil, ça prend son temps, c'est un peu décevant. CCG, euh, longue consolidation depuis le début de l'année, mais c'était beaucoup monté auparavant. Tant qu'on tient la moyenne mobile 200, c'est bon. Faut être patient. Ça peut être comme un énorme drapeau haussier ici, cette consolidation, avant de repartir sur une vague haussière. Pour moi, l'uranium devrait porter ses fruits, hein. Donc un pure player comme CCG devrait euh, porter ses fruits. On est peut-être là en train de tester la patience des investisseurs avec cette longue consolidation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenir ce niveau là maintenant ici des 94 sur CCG. Sinon, il faudra revoir les convictions sur ce trade. Donc je vous avais dit hein, sur la mémoire, je ne vais pas y revenir. Les grands champions, regardez comment c'est vertical depuis la reprise, même depuis les premières annonces de cessez-le-feu en Iran, donc depuis fin mars 2026. C'était une énorme hausse sur Micron de plus de 200%, donc plus qu'un fois 3. C'est impressionnant, beaucoup de fluctuations, mais tant qu'on tient, on peut très bien la redescendre sur le MA 26, donc aller retester le niveau à peu près des 1000 $. Et après, si on rebondit, en fait, on va continuer cette traîne d'intelligence artificielle mémoire. Pareil, les terres rares, secteur stratégique, un peu décevant. On gagne moins que si on n'est que positionné sur les grands champions dernièrement, puisque on est sur une longue consolidation depuis l'automne dernier. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre les 45 $ sur MP matériel et réussir à sortir de ce range par le haut. Donc, clairement, à un moment donné, s'affranchir des 75 $ pour se dire qu'on rentre dans un super cycle sur les terres rares et autres métaux rares, qui pour moi, quand même, est quelque chose qui devrait se matérialiser. Sur tout ce qui est finance, stablecoin, brokerage, un peu décevant aussi. Circle, qui pourtant est un leader sur les stablecoins, un business qui pourrait servir paiement transfrontalier, paiement entre IA agentique, etc. On est revenu carrément sur le gap lors des earnings ici sur Circle qui avait déclenché une belle hausse hein, pour faire passer le prix de 50 et quelques à 135. Mais force est de constater que l'ancienne zone de conso ici a rejeté autour des 130-135. Et là, on est quasiment revenu dans le gap. Donc pour moi, c'est pareil, j'ai une conviction sur Circle, mais il va vite falloir que les bulls se réveillent et maintiennent le gap ici pour repartir à la hausse. Sinon, ce sera pas bon du tout et il faudra réévaluer ce trade. Dans les financières hein, aussi, donc voilà, par contre, le broker Robinhood montre un retournement daily plus convaincant, intéressant de se positionner dessus. Mastercard, plus old school, etc., mais toujours très important. Ça prend beaucoup plus son temps. Ici, on a fait une sacrée prise de liquidité du Liberation Day d'avril 2025. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. On pourra avoir un retournement de plus long terme sur Mastercard pour à terme revenir sur les plus hauts de 600 $ sur l'action. Donc ça permet de faire de la rotation dans le portefeuille, quelque chose de plus défensif. Donc je vous disais, c'est les prises de bénéfices sur les semi-conducteurs, même si des actions comme Intel, vous voyez, c'était fou, hein, passer de 50 $ à plus de 100 $, 130, etc. Donc là, on tend à ralentir. On pourrait faire le yo-yo. Des valeurs d'Intel pourraient retourner sur les 100 $. Ça fait une purge encore par rapport à maintenant de 20%. Donc, qui dit grosse volatilité dit opportunité à la hausse, mais ça peut faire mal aussi à la baisse. C'est ce que je vous disais. Sur le Neo-Cloud, on a des acteurs comme Iren qui peuvent être intéressants parce que eux aussi, ils consolident là depuis l'automne dernier. Et ce sont des acteurs qui se spécialisent là dans la vente de puissance de calcul, notamment pour les hyperscalers, donc très intéressant. Sur la photonique aussi, avec des acteurs comme Lumentum, attention parce que ça c'est beaucoup monté, mais on est en train de faire un rounding, donc est-ce que ça va tenir de type bull flag? On peut se positionner là ici à court terme, mais il faudrait ressortir si jamais on casse les 780 plus franchement, et voir derrière si ça ne veut pas venir tester la moyenne mobile 200 dans un premier temps. Donc très spéculatif, la photonique, ça peut bien payer, mais attention, là,
c'était assez vertical, donc il y a aussi la possibilité de mal rentrer. Tout dépendra globalement de ce que fait, comme je vous disais, le marché. Et puis il y a des valeurs retardataires comme la robotique avec ONDS qui peuvent faire des choses intéressantes. Là maintenant, on a des types de consolidation avec des prises de liquidité. C'est vraiment pas évident à court terme, mais après pareil, ça ressemble à l'uranium. En 2025, belle phase de hausse. Là, on est en train de consolider. Derrière, si tout ce qui est robotique, automatisation dans la vie réelle, etc., humanoïde, ça se développe. Des valeurs comme ça, c'est aussi les drones, des types de drones dans le civil ou la défense. Des valeurs comme ONDS peuvent en profiter. Et puis bien sûr, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, le spatial, SpaceX, ça vient de commencer à coter en quelques jours. Gros pump, gros dump. On revient au début des prix des premiers prix de cotation publique sur les 150. Difficile pour l'instant de se prononcer sur SpaceX. Il n'y a pas assez d'historique, surtout que historiquement, c'est très piégeur. Post-IPO, ça peut baisser. On pourrait retourner sur le prix qui était annoncé initialement de 135 dollars. On verra comment ça se passe. Les autres valeurs du spatial, pareil, ont vendu la nouvelle et sont eux, par contre, de retour sur des supports graphiques intéressants où ça peut se payer à court terme avec un risque en plaçant son stop loss, par exemple, là, ici sur ASTS sous les 63, euh, avec un risk reward potentiellement intéressant. Et voilà pour cette longue vidéo, un peu plus d'une heure. J'ai fait le point sur à peu près tout ce que je voulais vous dire à l'approche de ce second semestre 2026. Donc on va très vite voir si c'est les Bears qui dominent début juillet. Dans ce cas-là, il va falloir être plus défensif à court terme. Si par contre ça tient, les supports tiennent, les semi-conducteurs, on continue à avoir de la rotation sur les financières et la biotech, on pourra revenir progressivement en risk-on, refaire des achats, refaire de l'intraday plutôt longue. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve hein, de toute façon régulièrement pour monitorer ensemble la situation. Bonne fin de dimanche à tous et merci.